Let's take a smoke break. What it do, c'est quoi les Dog Smokers? Ici votre animateur Floss, a.k.a. The Reeferman. Aujourd'hui, on est avec une personne très, mais très importante par rapport avec notre sujet. Il est le leader, non, excuse-moi, on va rectifier ça. Il est le porte-parole maintenant du Bloc Pot. On a Monsieur Saint-Onge. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Parfait. Aujourd'hui, on est là par rapport au Bloc Pot, du fait que le pot va être légal au mois d'octobre. Alors, pour tout commencer, j'aimerais juste savoir, le Bloc Pot, c'est effectif depuis combien de temps, ce parti politique-là? Le Bloc Pot a été fondé en 1998. On fête nos 20 ans cette année, en fait. 20 Donc, ans. Wow. ça fait 20 ans qu'on propose un message anti-prohibitionniste. Et je vais essayer d'expliciter ce terme-là. Parce qu'on est, à mon avis, souvent mélangé avec les différents termes. On va entendre légalisation, décriminalisation, déjudiciarisation. On l'entend moins souvent, mais il est quand même là. Il y a dépénalisation aussi. Okay. Donc, c'est tous des termes que nous, dès le départ, on s'est questionné. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, on s'est rendu compte que tous ces termes-là, ça n'allait pas assez loin pour exprimer ce qu'on souhaitait réellement. Pour nous, c'est de mettre fin à la prohibition, c'est-à-dire retirer le cannabis du code criminel complètement. À la limite, c'est une politique qui coûte rien. Tu achètes un efface, tu rentres dans le code criminel, puis à chaque fois qu'il est marqué cannabis, tu effaces. Tu effaces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réglementation entourant le cannabis commercial. Hein? Ça, c'est juste qu'on s'entend. On commence, à notre avis, par la bonne étape. On retire le cannabis du code criminel. Parce que pour moi, consommateur, c'est réducteur. Mais amateur, c'est la personne qui aime, qui apprécie, qui jouit de son amour, quelque part. Mais là, du cannabis dans ce cas-ci, mais il y en a qui sont des amateurs de bière, il y en a qui sont des amateurs de sauce tomate, de tomates séchées, il y en a qui sont des amateurs de sport. Ouais. OK. D'ailleurs, même souvent les gens dans la tête aujourd'hui avec l'idéologie néolibérale, je sais que je vais un peu loin, mais dans l'idéologie néolibérale, faut être professionnel. Fait que quand tu dis amateur, bah, t'es vraiment pas un professionnel. Ouais, mais moi, je dirais retourner dans... Ben, c'est ça. Mais c'est une mauvaise interprétation. Et quand on retourne dans le passé, les gens qui allaient aux Olympiques, c'était des amateurs. Puis ils étaient bons en tabarnak. Ouais. Ils gagnaient des médailles d'or, puis ils allaient vite, puis ils gagnaient... T'sais. Donc, être amateur, ça veut pas dire d'être incompétent. Ça veut dire qu'on le fait par amour. Voilà. Tu vois, fumer, c'est fait par amour. À la veille de la légalisation, c'est quoi la pertinence du Bloc Pot aujourd'hui? Écoute, c'est une bonne question, hein, parce que tout le monde pense qu'on a gagné. Mais personne ne s'est questionné à savoir quelles sont nos revendications fondamentales. Par rapport à cette question-là. Ouais. Comme si la légalisation était la seule et unique option. Et d'ailleurs, si c'est la seule et unique option, c'est parce que dans la trame narrative, on nous a inculqué que c'est ça qu'on souhaite. Mais c'est pas ça qu'on souhaite, comme je disais plus tôt. On souhaite la fin de la prohibition. On souhaite la fin de la stigmatisation. On souhaite que le marché du cannabis soit un marché local. En fait, pour nous, le cannabis, c'est un produit du terroir. On souhaite qu'il y ait une multitude de producteurs. Okay. Pas quelques-uns comme actuellement. On souhaite qu'il y ait des lieux pour se rencontrer, pour partager notre culture, pour pouvoir fumer ensemble un ganja bar, un cannabistro, des lieux spécifiques à nous. En parlant de ça, moi je suis allé à Vancouver le mois dernier et ils ont des places justement pour ça. Ils ont des bars lounge pour qu'on puisse s'asseoir et fumer. Oui, je ne sais pas si ça va durer longtemps non plus. Hein? On pourrait parler du futur, mais ce qu'il faut comprendre pour nous, le Bloc Pot, c'est qu'on a des objectifs. Okay. Et ces objectifs-là sont très élevés. Ouais. Parce qu'on se respecte, on veut de la liberté, on veut que justice soit faite, puis on fait ça pour notre culture. Parce que notre culture est riche, elle a beaucoup de choses à donner. Mais présentement, la légalisation, ce qu'elle fait, en gros, c'est qu'elle maintient le cannabis dans le code criminel. Okay. Et le seul cannabis légal, ça va être celui qui va venir des producteurs autorisés. Donc, si tu as du cannabis dans tes poches qui vient pas des producteurs autorisés, c'est là où ça va être illégal, puis tu vas être traité comme auparavant. Pareil comme auparavant. Fait que c'est pas vraiment une avancée pour nous, là. On est comme, OK, on est encore dans la même logique, même qu'on va mettre des nouveaux budgets à la police
Rendez-vous compte, la légalisation, à notre avis, c'est on devrait prendre les budgets alloués à la police pour le cannabis, puis les détourner vers des crimes plus importants, comme par exemple les crimes financiers. Ben non, c'est pas ça qu'on fait. On rajoute de l'argent à leur budget. Ce qui est comme à ta minute, la légalisation, c'est pas supposé être un allègement. C'est pas supposé devenir plus facile pour nous? Oui, mais je pense pas. Au contraire, ce qu'ils souhaitent de faire, c'est de constituer un marché au-dessus du marché qui existe pour écraser le marché. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le projet de loi, il y a plusieurs affaires qu'on pourrait parler, là, mais dans le projet de loi, toute production de cannabis va être illégale. Donc, quand on dit que le projet de loi accorde 4 plans à tous les Canadiens, c'est faux. Je veux dire, la loi ne fait pas ça. Le gouvernement dit ça dans ses relations publiques. Alors, c'est quoi le fondement exact qu'il va avoir par rapport avec le plan? Donc, la loi va être claire. La loi, là, textuellement, je vais paraphraser parce que je me rappelle pas du phrasé précis. Exactement. Ouais. Mais ce que ça dit, c'est que toute production de cannabis non autorisée est illégale. Alright. So, Hugo, dis-moi, comme que tu sais que là, il y a des élections provinciales qui s'en viennent très très bientôt, ce serait quoi ton mot à dire au prochain premier ministre du Québec par rapport avec le cannabis? Ou bien par rapport avec la question générale du premier ministre? Moi, je vais résumer ça comme ça. Il faut que le marché du cannabis, il faut que la question du cannabis, il faut que le cannabis soit entre les mains des amateurs. Faut arrêter de penser que les amateurs, c'est des personnes qui sont incapables. Faut arrêter de penser que les amateurs n'ont pas cette liberté de conscience et d'entreprendre. Non, au contraire, on doit les mettre au centre du projet. Parce qu'on ne légalise pas pour faire de l'argent. On ne légalise pas pour protéger les jeunes. On ne légalise pas pour faire la guerre aux criminels. On légalise pour rendre des citoyens égaux puis leur permettre d'être des citoyens à part entière. Fait que nous, on demande à tous les candidats aux élections à réfléchir à ce que les citoyens amateurs de cannabis soient considérés comme tels, des personnes qu'on respecte, puis qui puissent prendre leur place dans la société. La légalisation doit être faite pour les amateurs. Il faut que ce soit eux qui soient vraiment au centre du changement, parce que c'est eux qui vont vivre de toute façon avec cette législation-là. Je veux dire, là, présentement, avant, on faisait les frais de la prohibition. Là, on va faire les frais de la légalisation. On reste dans la même situation. À la limite, on dirait qu'ils veulent créer des camps de fumeurs. Puisque tu n'auras pas le droit de fumer nulle part, tu sais. Fait que, c'est quoi? Il va falloir aller dans un camp spécifique pour aller fumer, là. Fait que, tu sais, c'est là pour nous qui est le débat. Et c'est pourquoi que le gouvernement du Québec n'a jamais voulu nous inviter à aucune de leurs activité sur la légalisation. Parce qu'ils savaient qu'on allait leur dire en pleine face que c'était une question politique et que c'était on devait viser l'objectif de réintégrer les citoyens dans la société. Jamais ils vous ont invité dans leur convention. Et je leur ai écrit, ils ont dit non. Là, j'ai un autre groupe qui dit « Ah, mais nous, on va inviter Hugo du Bloc Pop. » Et on dit « Non, c'est pas de même que ça marche quand c'est comme ça que ça marche. » C'est depuis 200 ans, là, tu sais, non, 150 ans, qu'il y a des commissions parlementaires. Et ça arrive souvent que quelqu'un vient et apporte quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la démarche du mode de fonctionnement. Et ils leur ont dit non, ça marche pas comme ça. Donc, ils ne voulaient pas entendre notre message. Ils le connaissent. Ils le connaissent. Ben, c'est sûr qu'ils le connaissent. Ça fait 20 ans que vous êtes là. C'est sûr qu'ils le connaissent. Puis ils ont payé du monde pour l'étudier, puis le lire, puis regarder ce qu'on disait. C'est clair. C'est sûr. Fait qu'ils n'avaient pas envie d'entendre parler de liberté, de justice. Nous, c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on veut. On veut ça pour notre culture. Et voilà. Pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent là en ce moment? C'est sur quoi le message d'ordre par le porte-parole du Bloc Pot? Bien, à notre avis, ce qui serait important pour les amateurs, c'est de créer une unité. Ça va être difficile, hein? Parce que dans les amateurs, il y a toutes sortes de monde. Hein? Il y a des gens à gauche, des gens à droite, il y a des gens racistes, il y a des gens pas racistes, il y a des gens... Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de monde. Mais il faut trouver une forme d'unité pour notre culture, pour qu'on puisse avoir plus de liberté, puis qu'on rende justice.
Parce que c'est ça qui est le problème présentement, c'est que les amateurs sont exclus. Et les artisans, j'ai pas parlé des artisans, mais les artisans sont exclus. Et on doit les réintégrer, on doit les considérer comme des personnes légitimes. Okay. Puis parce qu'ils font une activité illégale, on les considère comme illégitimes. Mais ils sont illégaux parce que... je veux dire, ils sont criminels parce que c'est illégal. C'est l'œuf ou la poule, hein, dans ce cas-là, en réalité. Qu'est-ce qui vient avec? Non, c'est ça. Hein? Donc, pour nous, là, on pense qu'on devrait réintégrer ces gens-là. Et je vais te finir avec une analogie pour comprendre où on va. Nous, on souhaite la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre et la joie de vivre. Je l'ai déjà dit, je le répète. Mais pour nous, on doit intégrer les artisans de cette façon-ci. Si on va à Colombie, par exemple, il y a une guérilla. On met pas plus de policiers puis plus de militaires dans la jungle. Non. Quand on veut mettre fin à une guérilla, on leur fait un armistice. On leur propose la paix. Il n'y a aucun gouvernement au Canada qui a proposé la paix aux artisans et aux amateurs. Aucun. On ne propose pas ça. On nous propose de changer la façon qu'on nous pénalise puis qu'on nous contrôle. C'est la seule chose qui change. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut plus de liberté. On veut de justice. Hein? Donc, à notre avis... ça, je pense. Oui, je pense clairement. Clairement. Après, puis pour toutes les personnes qui ont été victimes, hein, d'ailleurs. Ça c'est une autre branche de questions. Toutes les personnes qui ont été pénalisées par rapport à ça, c'est plate. C'est beaucoup, hein. Au Canada, là, depuis 15 ans, c'est 100 000 personnes et plus par année. 100 000 personnes? Oui, au Québec, c'est 25 000. Fait que, tu sais, enfin, là, on est en train de déraper, là, mais je veux revenir sur ces chiffres-là. J'ai trop de choses à dire. Je suis désolé. Il faudrait qu'on fasse 2, 3, 4, 5 épisodes. Tu me réinvites. On va le refaire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Colombie, quand il y a une guérilla, parce que le marché du cannabis, c'est comme une forme de guérilla. Bon, les armes sont pas nécessairement là. Les gens se cachent pas dans une jungle, mais ils vont se cacher dans leur maison. Ils vont se cacher. Pour faire leur business, c'est illégal. Donc, ça ressemble un peu à une guérilla. Puis en plus, comme une guérilla, c'est décentralisé. Le marché du cannabis, c'est pas une hiérarchie comme ça, là. C'est pas vrai, là. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. On est toujours en train de dire ça dans les médias, puis le monde répète ça, mais c'est faux. Il n'y a aucune preuve qui démontre ça. Il y a des petits groupes hiérarchisés, mais il y a une multitude de groupes. Bref, si on veut intégrer ces gens-là, on doit leur proposer un plan de paix. On doit leur dire, genre, on veut vous réintégrer, on va arrêter de vous faire la guerre. Par contre, si tu veux faire business, remplis ce formulaire-là, puis on va venir inspecter ton endroit. T'as pas envie de ça? Ben, la société a peut-être pas envie que tu sois un producteur de pot. Okay. Donc, nous, on souhaite la réintégration des gens. On veut que ces gens-là deviennent des citoyens qui peuvent avoir cette opportunité de poursuivre leur activité. Puis, on n'en parle pas souvent, mais au Québec, il y a 20 000 personnes qui travaillent dans le marché du cannabis actuellement. 20 000? 20 000 personnes. Wow. C'est un marché de 1,5 milliard, 2 milliards par année. Ça représente près de 20 000 personnes qui travaillent là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 20 000 personnes-là, après le 17 octobre? On s'en fout? Attends, les autres font vivre des familles, font vivre même des régions. Il y a des villages que, pendant l'hiver, pendant la saison morte, les seules personnes qui vont au restaurant et qui font rouler le restaurant, c'est eux autres. Parce que c'est eux autres qui ont le capital. Et voilà. Mais là, présentement, avec la légalisation, où on fait un oligopole, un monopole, on concentre la richesse. Fait que là, la richesse va partir des régions, puis va s'en aller dans les poches d'actionnaires qui sont à Toronto. Je pense que c'est la pire des situations pour le Québec. Total, parce que Toronto et Québec, c'est totalement pas la même place. On perd notre argent, on perd notre richesse. Et on perd notre identité dans tout ça. Oui, clairement, mais ça c'est clair. Et l'autre aspect au niveau de la macroéconomie, puis la microéconomie, la plupart des gens qui sont impliqués dans le marché du cannabis sont des gens qui viennent de classe moyenne et pauvre. Il n'y a pas de riche qui va se risquer à faire une business de drogue. Ils sont déjà riches. Ouais. Puis les gens qui font du pot sont jamais vraiment riches. Ils ont de l'argent, ça roule. Tu sais, ils sont aisés. Ils ont un rythme de vie aisé. Oui, mais ils sont pas riches. Mais ils sont pas si riches. Non, mais c'est ça. Puis c'est de l'argent durement gagné. Ouais. Souvent, on pense que c'est de l'argent facile, mais ça, c'est faux. Non. Donc, c'est cet argent-là, ça circule dans des circuits d'un quartier pauvre, entre les milieux populaires. Mais là, si tout le monde commence à transiger leur cannabis par carte de crédit en allant dans le magasin,
Cet argent-là va sortir du quartier, va aller dans la banque, puis dans les grosses business. Puis qu'est-ce qui va arriver avec plus de pauvreté puis moins d'argent dans les quartiers pauvres? Il va y avoir encore plus de crimes. Plus de violence. Plus de violence. Plus d'états policiers, etc., etc. Donc pour nous, ce qui se passe actuellement, c'est une guerre, et c'est la guerre à la drogue. Elle se poursuit dans la légalisation. Ça, c'est notre interprétation. Puis c'est pourquoi qu'on croit que les amateurs ont tout à gagner de se doter d'une organisation politique qui va défendre leurs droits, qui vont les défendre envers et contre tous, sans compromis avec les prohibitionnistes. Parce que là, c'est ça qui est tordu quand même. La légalisation, c'est des prohibitionnistes. V'là 15 ans, toutes les personnes qui sont impliquées dans la légalisation, c'était des gens qui disaient que la prohibition, là, yeah! Puis là, maintenant, ils sont en train de dire qu'il faut légaliser. C'est comme si on faisait un débat sur le racisme, puis on avait juste des hommes blancs. C'est comme si on faisait une discussion avec la question des trans, puis on aurait juste des hommes blancs. C'est comme si on parlait de la question des gays et lesbiennes, puis on aurait juste des hétérosexuels. Mais c'est exactement ça, la légalisation. C'est une image drôle, hein, mais... Non, mais c'est drôle, mais même à la... Mais c'est vrai. Petite comme qu'elle est, c'est vrai. C'est vraiment ça. Puis je fais le parallèle souvent avec les luttes des femmes, la lutte des gays, puis la lutte des noirs. Quand aux États-Unis, on a mis fin à la ségrégation, est-ce que les Noirs ont arrêté de militer? Non. Quand on a donné le droit de vote aux femmes, est-ce que les femmes ont arrêté de militer? Non. Quand les gays ont eu le droit que leurs pratiques sexuelles n'ont plus été criminalisées, est-ce qu'ils ont arrêté de militer? Non. Quand ils ont eu le droit à se marier puis d'avoir des enfants, est-ce qu'ils ont arrêté de militer? Non. Mais c'est la même chose pour nous. Alors, il faut pas qu'on arrête. Et voilà, unité. Unité. Alors, c'est ici que vous l'avez entendu, les amis. À Smoke Break Production, on avait Monsieur Saint-Onge, Hugo Saint-Onge, le leader et le porte-parole de Bloc Pot. Non, on va rectifier ça. Le porte-parole, parce qu'il n'est plus le leader. Puis je parle pas mal. Non, c'est correct ça. Aujourd'hui, il nous a parlé vraiment en grosse partie de ce que c'est la légalisation du cannabis qu'il y aura au 17 octobre. C'était Hugo Saint-Onge. Merci. Quand je fume, je parle plus. Let's take a smoke break, baby.